Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle édition de podcast de Fabrique A, Fabrique Agile. Dans cette opportunité, je suis avec ma collègue Elsa Bruyère euh, pour parler d'innovation ouverte. Bienvenue Elsa, merci d'être ici pour nous raconter un peu qu'est-ce que c'est l'innovation ouverte et tout qui est autour de ce concept. Bonjour Carlos, bonjour tout le monde, merci d'être là. Alors, le concept de l'innovation ouverte, ça a été en fait formalisé, certains d'entre vous le savent peut-être, par un chercheur qui s'appelle Chase Bro. Il faut se remettre dans le contexte, on est à l'époque de l'innovation, enfin, de l'ère industrielle, hein, on est au début de l'approche technologique, on n'est pas encore du tout dans l'économie numérique qu'on connaît aujourd'hui. On est principalement dans des industries, et les industries, elles ont un modèle dans lequel elles ont des laboratoires de recherche, elles produisent de l'innovation à l'interne, et on est dans un contexte où les cycles d'innovation, les cycles de mise en marché de produits sont assez lents, on parle de plusieurs années. Et dans ce contexte-là, en fait, est arrivé un grand changement qui est l'économie numérique. Sont arrivés aussi des bouleversements, comme par exemple des crises pétrolières, etc. Donc, à la fois le contexte technologique, économique et les aspects vraiment extérieurs ont fait que les entreprises ont commencé à vouloir réduire les cycles de production, d'innovation, de nouveaux produits, de mise en marché de nouveaux produits. Et dans cette situation-là, ce qui est apparu, c'est que notamment la façon dont on générait de l'innovation, vraiment à l'intérieur de l'entreprise, bureau d'études, bureau de recherche, etc., c'était plus la bonne stratégie. D'accord ? Donc, il faut se remettre dans cette idée-là. On n'a pas toujours été dans l'ère qu'on connaît aujourd'hui, où on a les plus grandes entreprises de l'économie numérique qui investissent des milliards en expérimentation chaque année, vraiment, et qui produisent énormément d'innovation très, très, très rapidement. La définition de l'innovation ouverte, ou le concept d'innovation ouverte, c'est d'aller chercher un contributeur à une innovation et d'être non pas dans une approche centrée interne, mais dans une approche qui intègre plusieurs parties prenantes. Donc, je vais tout de suite donner des exemples. On peut parler, par exemple, d'aller développer des idées avec ses clients. On peut parler d'aller mettre en commun des problématiques, hein. Donc, innover, c'est d'abord comprendre les problématiques avant de trouver les solutions. On peut aller chercher des inspirations de solutions. Donc, voilà, on parle de travailler à plusieurs sur un problème, une solution. Globalement, c'est ça. Maintenant, si on veut être un petit peu plus représenter un peu mieux les choses, qu'est-ce qu'on dit ? En fait, on dit 3 choses. On dit, que c'est une façon de travailler. D'accord ? L'innovation ouverte, c'est un modèle de travail. Donc, vous pensez tout de suite à session collaborative, partage d'informations, co-facilitation, co-design, donc toute la branche notamment de la pensée design, donc comment est-ce qu'on construit les choses, c'est cette posture de collaboration, donc d'être dans un mode de travail collaboratif. Donc c'est tous les principes de facilitation et de co-création. Voilà, ça c'est une partie de l'innovation ouverte. OK. Comment on l'a fait, d'accord ? On l'a fait grâce à La un type, co-création, la ouais, un collaboration type entre de parties travail, un prenantes. type de collaboration. OK. Ensuite, on l'a fait techniquement, c'est-à-dire qu'on peut technologiquement faire de l'innovation ouverte, c'est-à-dire la résultante, le produit. Donc on peut penser au commun, donc aux technologies ouvertes, on peut penser à quelque chose qui s'appelle les API, c'est-à-dire le moyen par lequel deux logiciels se serrent la main et se parlent, d'accord ? Donc là, on voit qu'on n'est pas sur quelque chose qui appartient à tout le monde, mais c'est très propriétaire, mais par contre, ça permet effectivement de faire du langage et d'interopérer plusieurs éléments d'une chaîne. Voilà, donc il y a la résultante, d'accord ? Il y a comment on le fait, la résultante, et puis il y a un dernier point qui est très important, qui est la stratégie. C'est-à-dire que, je l'ai dit tantôt,
C'est une stratégie pour aller plus vite, ou en tout cas, pour générer plus de cycles d'innovation. Et là-dedans, c'est très important. L'innovation ouverte, c'est une façon de diminuer le risque d'affaires. Donc, en fonction de votre modèle d'affaires, il y a des zones auxquelles vous allez l'appliquer. Soit plus à la désirabilité, vous allez beaucoup travailler avec vos clients pour dérisquer, soit plus à la faisabilité, je viens de parler des briques technologiques, soit à la viabilité. Comment se construit mon modèle d'affaires? Comment je répartis le risque? Est-ce que je dois, par exemple, les marketplaces, c'est des situations d'innovation ouverte. Donc voilà. Donc c'est une stratégie pour diminuer le risque d'affaires. Voilà pour ce qui est des concepts de la définition, à mon sens, de l'innovation ouverte. Merci Elsa, c'est ça on voulait mettre en contexte. C'est quoi exactement ça? C'est notre propre expérience parce que toi, d'habitude, c'est un sujet qui, de plus en plus, on aborde au Québec. Oui. On voit que tu es une des personnes qui est régulièrement invitée pour parler de ce sujet. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on voulait comme contextualiser en premier. Ouais. Et quand tu parles de mitiguer les risques Oui. de certains projets, Oui. et c'est quoi exactement qui ont des risques là? C'est-à-dire, quand on parle de risquer, est-ce que c'est d'éviter de lancer un produit qui ne va pas avoir marché pour Mhm. lui ou quand on parle de ça? Alors, tu as un bon point. Là, on n'est pas que dans l'innovation ouverte quand on aborde ça, on est dans OK, l'innovation en général, OK, mais forcément, ça s'applique à l'innovation ouverte. Euh, la première, c'est celle que tu as nommée, c'est est-ce que je me suis assurée que ce que je veux, qu'il y a un problème à ce que je veux faire et qu'il y a un désir de la solution que j'amène? Est-ce que ça a un marché? Est-ce que ça a un potentiel? Est-ce que j'ai des clients? Est-ce que je sais comment les rejoindre? Voilà. Alors là, un exemple, enfin, il y en a plein des exemples d'innovation ouverte dans ce cas-là, mais c'est souvent, on entend beaucoup parler de crowdsourcing d'idées. Donc, je donne un exemple, Patagonia. C'est OK. une entreprise qui, C'est qui depuis Patagonia, toujours, excuse-moi? Patagonia, c'est un fabricant d'articles de sport, principalement des vêtements, OK, qui a une approche écologique et qui, dans cette approche écologique, a toujours dit ben, on ne va pas faire des choses pour que vous les achetiez pas, vous clients, on va les faire, mais on va vous demander ce que vous voulez qu'on fasse. Donc, c'est à vous de nous dire mmh, qu'est-ce qui, aujourd'hui, pour la pratique du sport, est utile. Voilà. OK, Donc, on ne perd pas de temps, tu vois, dans le processus, on va vite. On perd pas de temps, on pose la question à nos clients, parce que nos clients, c'est souvent nos meilleurs ambassadeurs. OK, Oui, ça peut être intéressant d'aller chercher des nouvelles clientèles, mais on va d'abord aller parler à ceux qu'on a. Et on leur pose la question et on gaspille pas d'énergie, on gaspille pas de matières premières, on se met en empathie le plus possible. Donc on est vraiment dans la question de la désirabilité. Mon produit, qu'est-ce que en quoi tu l'aimes, en quoi tu vas l'acheter, en quoi tu vas l'utiliser? OK, C'est la première zone. La deuxième zone, c'est toute la question de la faisabilité, c'est-à-dire pour produire ce que je fais, de quoi j'ai besoin? Globalement, OK? Là, super exemple d'innovation ouverte, très, très connu au Québec, c'est l'aéronautique. L'aéronautique, en soi, c'est pas du tout des projets, qui sont, agiles, c'est très séquentiel. On sait, on veut faire un avion, on connaît, quelles pièces on veut faire et cetera et cetera. Par contre, le il y avait, des enjeux, de, faisabilité de ça. C'est-à-dire qu'on se rendait compte que les fournisseurs n'étaient pas toujours contents, les clients non plus. Enfin, le milieu s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques de comment on travaillait ensemble, comment on s'assurait qu'on arrivait à livrer les choses bien, donc qu'elles soient faisables. Réponse simple, ils ont créé un consortium et ils ont identifié des problématiques communes et ils sont allés prétotyper, prototyper et ensuite mettre en production des solutions, entre, fournisseurs et clients. Donc, j'ai besoin que tu me livres les choses avec tel délai. Comment je vais m'assurer qu'on peut mmh, respecter ces délais? Hein, là, on n'est pas du tout dans le produit final, on est vraiment dans la façon dont on le crée, dont on le fabrique. OK, Dernière chose, c'est la viabilité. Donc, c'est le moteur de croissance, hein. Ça me coûte combien de livrer ma solution et je gagne combien voilà, et où sont mes coûts et c'est quoi ma structure de coûts? Bon, bah là, il y a plusieurs exemples, aussi, qu'on connaît bien, par exemple, les marketplaces.
Donc un marketplace, c'est de la mise en relation avec un certain nombre d'éléments clés. Uber en est un, par exemple. Ouais. Uber est un excellent, exemple. Les chauffeurs de taxi, les clients d'un autre. Au milieu, on a, un Uber qui s'assure de la qualité, et qui, permet la disponibilité aux clients, OK? Et au milieu, bah, il y a, un transactionnel et il y a de l'innovation ouverte entre les 2 puisqu'on se met en relation. Les chauffeurs ont des clients et les clients ont des chauffeurs. Voilà, donc on voit bien, le modèle. Voilà, ça je pense que ça répond. Oui, ils sont pris, mettons, comme levier cette géolocalisation Ouais. de Ça, téléphone. c'est la faisabilité, ouais. Ça, Exact. pour être capable de faire ça, ils ont pris le téléphone, à la fois des chauffeurs et des clients, pour être capable de les géolocaliser et de les matcher. Tu as tout à Ouais. fait raison. Mmh. Et Après ça, il je, y a des limites et des points gagnants, hein, aux 2, hein. C'est des sûr que deux côtés. l'innovation ouverte, une des limites, parce qu'on peut rentrer là-dedans, hein, Oui, oui. c'est, le temps. Ça prend du temps de faire ça et puis ça prend des compétences. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes processus, et il y a quand même pas mal d'organisations qui ont pas forcément l'habitude de le faire, donc ça prend quand même un peu de culture, ça prend un peu d'outils, hein, être outillé, savoir comment le faire, penser: «Ah bah, je vais utiliser tel atelier, je vais penser à tel type de contrat», par exemple, avec un OK. partenaire, et cetera. Ça, c'est une des limites. L'autre limite, c'est que c'est beaucoup moins intéressant quand on est dans de l'incrément. C'est-à-dire, si je veux juste améliorer ma solution, je suis pas dans de l'innovation, je vais pas utiliser un processus qui est quand même assez, prenant, Mmh. pour ça. Ça a pas d'intérêt. Le dernier, c'est que parfois, on est dans des modèles d'affaires qui sont des modèles d'affaires opportunistes. C'est pas des modèles d'affaires d'innovation. On n'est pas, je sais pas moi, on n'est pas un Shopify, voilà. On est autre chose. On est, un café. Un café, oui, il peut faire un peu de pensée design, par exemple la désirabilité. Il y a quand même maintenant, je pense, la majorité des entreprises qui, dans la désirabilité, font de l'innovation ouverte. Je crois que j'en vois de moins en moins qui ne le font pas, ou alors il y a d'énormes risques d'erreur. Voilà. Mais sur le reste du modèle d'affaires, c'est plus rare. D'accord. On parle plus effectivement de projets d'affaires qui vont vraiment chercher à répondre à un problème non résolu, euh, et qui vraiment travaillent leur modèle d'affaires, pas uniquement un service, hein. On ne parle pas juste du produit qui est livré et qui est innovant, mais vraiment de la façon dont on le livre. Bon, donc ça, c'est une limite. Les avantages, c'est qu'on dérisque beaucoup en faisant ça, hein. On va chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup à réduire son risque. C'est pour ça qu'en général, on ne le fait pas sur tout. On le fait pas sur les 3 zones du modèle d'affaires. C'est souvent sur une partie, voilà, de faisabilité, ou de désirabilité, ou de viabilité. C'est rare que ce soit les 3 en même temps. OK. Hem, voilà, mais écoute, je pense que ça fait le tour. Je trouve Et tu sais, des avantages et des désavantages. oui, quand tu dis, tu parlais des avantages, désavantages ou limites. Ouais. Et je me demande si l'innovation ouverte, est-ce que ça peut être appliqué ou ça peut être travaillé ou développé par n'importe quel type d'entreprise, ou ça, c'est plutôt pour certains types d'entreprises? Bah, ouais, ça rejoint un peu ce que je te disais juste avant. C'est quand même beaucoup c'est principalement pour des projets d'affaires qui cherchent à résoudre un problème complexe, pas, quelque chose qui est déjà presque tout cané. Ça ferait moins de sens, d'accord? Mmh. Hem Maintenant, on le voit principalement en ce moment dans les entreprises technologiques, c'est évident. On le voit beaucoup dans le commerce, dans tout ce qui touche à la clientèle, hein, donc tous les métiers de clientèle. La partie désirabilité, elle est vraiment travaillée en innovation ouverte parce que le risque de il y a beaucoup, beaucoup de compétition. Enfin, je sais pas si tu prends un café dans une rue ou une marque de vêtements, enfin la compétition, elle est gigantesque, elle est mondiale. En ce moment, en période de covid, enfin, on est dans une période où on achète en ligne, donc le risque de ne pas être vu en ligne, il est énorme pour Mmh. n'importe quelle, entreprise. Donc voilà, comme je te disais tantôt, le contexte d'hyper-concurrentialisation, fait qu'on travaille beaucoup la désirabilité en innovation ouverte.
et par ailleurs des entreprises qui ont des projets risqués assez complexes. Voilà. C'est un peu les 2 grands types, mais c'est pas par secteur d'activité, je dirais. OK. Et d'après toi, est-ce que ces modèles d'innovation améliorent la performance des entreprises? À mon sens, oui. Alors aujourd'hui, par exemple, une entreprise technologique qui a pas d'approche en innovation ouverte sur aucune de ces dimensions, elle me semble pas être dans une excellence d'affaires. On a tellement la possibilité d'utiliser les approches de technologie ouvertes, hein, donc j'ai parlé des API, je peux parler des communs, des données ouvertes, et cetera, que et ça donne une telle capacité à faire grandir très vite un projet. Donc, l'exemple le plus parfait, Netflix a réussi à se répandre partout parce que, c'est pas eux qui développent, toute l'adaptabilité à tout device. Ils ont un API et cet API permet de l'implanter et permet à des développeurs de l'implanter sur n'importe quel device partout dans le monde, quelles qu'en soient les spécifications. Heu, tu ne fais pas ça et tu ne penses pas avoir cette approche-là aujourd'hui, tu vas mettre des années à développer, ton passage à l'échelle, ta croissance. Mmh. Ça a pas de sens, c'est pas logique. Et en plus, c'est extrêmement risqué parce que tu vas te faire dépasser très, très vite par plein de gens. Il y a un domaine quand même, j'allais dire, j'en ai oublié un quand même de domaine où, ça me semble, vraiment, plus qu'utile, voire même incontournable maintenant, c'est tous les sujets, les secteurs qui ont une tension privée-publique. Donc, je donne celui de la mobilité parce que c'est un exemple, Tu dis simple c'est et en clair. tension? Ou une tension, ouais, OK. un intérêt en fait, un point de convergence. OK. En mobilité, les acteurs privés peuvent pas se passer des acteurs locaux, publics, du territoire, mais les acteurs publics ne peuvent pas non plus se passer des acteurs privés. C'est pas eux qui développent, les solutions de covoiturage, ce ne sont pas eux qui développent, les Uber. Voilà, ce n'est pas leur métier, ils ne savent pas faire, ils ne le feraient pas aussi bien. Mais à l'inverse, tu ne peux pas nier, les lois, par exemple, je sais pas, si tu veux développer des véhicules autonomes et implanter des véhicules autonomes, tu es obligé d'avoir des assurances aujourd'hui. Tu peux pas faire circuler des véhicules sans assurance, ou alors ton entreprise va être extrêmement risquée. Bon, bah, tu es obligé de te mettre en ce que j'appelle en relation, en tension, donc voilà. Autre exemple, le bus aujourd'hui pour être désirable, il veut être dans les planificateurs de trajet, les Google Maps, Apple, Transit et cetera. Mais les bus, ils vont pas développer l'application. Mais l'application, à l'inverse, elle a pas de bus. Donc il faut qu'ils aient des standards de communication et là, on a de la technologie ouverte à nouveau, un standard. Mmh. Hem, c'est le standard et le modèle de communication, il appartient ni à l'un ni à l'autre. Il appartient à tout le monde et il doit être entretenu par tout le monde et ça ne fonctionne que si tout le monde s'en sert et c'est ce qui fait qu'on est plus rapidement capable de voir nos, horaires de bus et de planifier notre trajet et de dire: «Si je veux me rendre du point A au point B, pour y aller en bus, ça va me prendre tant de temps parce que le prochain bus passe à telle heure». Tu vois? Donc ça, c'est Mmh. un très bon exemple. Oui. Et par rapport, tu parlais des lois. Est-ce que comment une entreprise peut se protéger s'il décide de se lancer à faire de l'innovation ouverte avec un associé ou un partenaire? Dans le sens de, il y a des quelques brevets, vous ne voulez pas comme tout s'ouvrir. Il y a 2 Comment ça se choses passe? d'abord, il y a des règles, donc par exemple dans le logiciel open source, hein, OK. tu donnes parce que là on parle du produit, hein, on parle de propriété intellectuelle, donc il y a des règles sur le open source, il y a des règles sur le Creative Commons qui sont 2 standards de comment on utilise, une technologie ouverte. Les API, c'est la même chose, hein, donc API, ils sont tous documentés dans un GitHub souvent ou dans un enfin les SDK aussi, qui sont 2 technologies ouvertes de communication entre logiciels. Bon, il y a des règles d'utilisation, il y a des règles de changement, il y a des règles tu peux pas en tant que développeur faire n'importe quoi avec. Voilà, donc il y a une protection, qui va avec, c'est pas non normé, c'est normé. Et la même chose pour, les écrits ou pour des images ou pour, des formations, des documents. On en parle beaucoup de Creative Commons. Qu'est-ce que tu as le droit de faire avec un Creative Commons? Quelque chose qui est en propriété Creative Commons. Qu'est-ce que tu as le droit de faire avec ça? Sur, les aspects,
tu parlais d'accords entre partenaires. Il y a, souvent des modèles de ce qu'on appelle des of understanding, des accords de principe. Comment on travaille, qu'est-ce qu'on travaille, dans quel objectif? Et donc et ce sont des choses qui peuvent être opposables, hein, donc juridiquement, il y a pas ça a une valeur juridique. Donc il existe, plusieurs outils, pour, encadrer, des pratiques d'innovation ouverte. C'est pas parce qu'on parle d'innovation ouverte que c'est flou, ce n'est pas parce que c'est de l'innovation ouverte que c'est gratuit, certainement pas, voilà. Voilà. Est-ce que ça répond à Oui, oui, ta ouais? oui, merci beaucoup. Et j'ai entendu que pour certaines personnes, l'innovation ouverte représente comme l'avenir de l'entrepreneuriat. Mmh. Et selon toi, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Bah, si on parle, par exemple, de principes de développement durable, certainement parce qu'on évidemment, l'innovation verte, elle cherche à rejoindre tout de suite son public, notamment, hein, j'ai parlé de la pensée design, donc tu ne veux pas gaspiller, tu ne veux pas perdre de temps, tu veux prototyper, tu veux le plus vite possible répondre aux besoins du client. Donc il y a une efficacité et cette efficacité, elle a une portée, par rapport aux enjeux de développement durable. Ça, c'est la première raison. Donc oui, certainement pour ça, c'est utile. La deuxième, c'est que, socialement, c'est sûr que ça crée une cohésion. Si tu crées une conversation avec des gens, ça crée une communauté, il y a quelque chose d'humain, il y a quelque chose de oui, ça donne une humanité à un projet, entrepreneurial. Ça lui donne une réalité, voilà, donc ça. La troisième, c'est vraiment ce que j'ai évoqué tantôt, pour moi, c'est de l'excellence technologique. Tu es sur un projet technologique, si tu n'as pas identifié à quels endroits tu peux avoir des gains pour répéter ton projet, pour le faire grandir, pour, le dérisquer, voilà, innovation ouverte, c'est, par exemple, je prototype ma solution en utilisant des briques existantes. C'est de l'innovation ouverte. Voilà, alors on peut dire: «Ah ouais, mais alors tout est de l'innovation ouverte». Non, il ne faudrait pas tomber dans ce travers-là, mais il faut être conscient quand même que de travailler à partir de choses existantes, c'est avoir une approche inverse à de la R&D fermée. C'est un fait. Pour moi, dans ce sens-là, oui, il y a de plus en plus je pense que économiquement, on voit, hein, les parts tu vois, de présence des entreprises technologiques sont de plus en plus grandes. Bon, les entreprises technologiques aujourd'hui, elles s'appuient quasiment toutes sur des approches d'innovation ouverte pour une partie de leur modèle d'affaires. OK. Donc, voilà, pour moi, ce serait ça le point. Et comment, parce que ça semble qu'il est comme lié, mais je voudrais savoir comment l'innovation ouverte et l'expérimentation d'affaires sont-elles liées? Est-ce qu'il y a un moment où c'est vraiment clair où ils se touchent, ils se commencent à lier? C'est une stratégie, hein, ou un outil, l'innovation ouverte. Donc toutes les phases de développement de ton projet, toutes les phases où tu dérisques ton projet d'affaires, où tu cherches à identifier tes plus grands risques et donc que ce soit, dans l'idéation, dans le développement d'un MVP, dans, le passage à l'échelle de ton projet. À chacune de ces phases-là, il existe des, outils, des méthodes d'innovation ouverte, qui peuvent être pertinentes. La question, c'est de les choisir. C'est toujours OK, pareil. Je viens de parler du prototypage. Je pense que j'ai compris la problématique de mon client, je suis rentrée en empathie et cetera. Je veux commencer à, démontrer un peu mon modèle d'affaires, c'est-à-dire, qui est prêt à l'acheter, à combien et cetera. Je peux tout à fait, prototyper quelque chose qui sera jeté après, hein, mais qui démontrera juste qu'il y a de la désirabilité à partir de briques existantes, à partir de choses existantes. Hem je sais pas, on parle de drones, je peux tout à mmh, fait, si, mon projet, il est de faire un logiciel d'analyse de certaines données, je peux quand même utiliser des drones existants. Je suis pas obligée je peux en acheter 4 et vérifier ce que ça donne. Les cadenas, sur des vélos, c'est la même chose. Je suis pas obligée exact. de tout de suite en acheter 200. Donc on le voit. Donc on voit bien, hein, validation d'idées, MVP. Et sur le passage à l'échelle, c'est ce que je t'ai dit tantôt. C'est-à-dire que si je veux diminuer le risque,
est-ce que j'ai une stratégie, par exemple technologique, par API, en créant un commun, je donne un exemple en ce moment, en logistique. Mhm, Il y a de la logistique urbaine qui se développe, zéro déchet. On veut, à Montréal, diminuer les impacts, CO2 de la logistique urbaine, donc des marchandises. Bon, mais avoir un véhicule, de vélo électrique qui distribue quelque chose, ça passe quand même par toute une chaîne logistique qui doit se communiquer. Comment elle communique cette chaîne-là? Bah, c'est pas la peine de réinventer tous les logiciels. Peut-être qu'on peut utiliser des briques existantes ou en créer qui seront entretenues par d'autres communautés dans d'autres villes. Est-ce qu'on a parce que c'est pas ce qui fait ta différence, c'est pas ta proposition de valeur, cet aspect-là. Est-ce que peut-être il y a une entreprise qui a cette proposition de valeur? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, combien ça te coûte au moment où tu passes à l'échelle et tu vérifies où est ton plus grand intérêt? Voilà. ok. Et l'autre chose que je voudrais aborder avec toi, Elsa, c'est que des fois, on voit que pas nécessairement toute collaboration entre parties prenantes n'est pas nécessairement de l'innovation ouverte, non? Mmh. Mais comment, en tant qu'organisation ou entreprise, éviter de tomber dans ce piège, dans la piège, c'est-à-dire de croire qu'on fait de l'innovation ouverte et en réalité, on ne le fait pas. En général, c'est sur le partage des objectifs. Je l'ai dit dans le MOU. Tu sais, j'ai mentionné, tu m'as dit, c'est quoi les outils pour, encadrer? Quand il y a de la collaboration, si on ne sait pas quels objectifs on vise ensemble ou quels problèmes on cherche à résoudre ensemble, s'il n'y a pas une entente commune, même si les intérêts pour le faire sont divergents, je peux vouloir le faire pour gagner de l'argent et toi le faire pour faire plaisir à tes citoyens ou peu importe quoi, ou à tes membres de ta communauté. Et bien, si on n'est pas d'accord là-dessus, en fait, c'est pas une innovation commune, c'est Mhm. je t'utilise à faire quelque chose. Donc il doit y avoir un win réciproque et il doit être identifié. Sinon, il y a pas de c'est pas ouvert. C'est j'utilise ce que tu fais éventuellement, mais je te reward pas pour ça, je te récompense pas de ça. D'ailleurs, en innovation verte, il y a un point qui est important, on parle de 3 valeurs, tu touches à un élément de définition. On parle de la valeur d'affaires, donc qu'est-ce que je gagne grâce à ça? J'ai parlé beaucoup, hein, quand je parle de passage à l'échelle, scalability, viabilité, c'est vraiment beaucoup ça. Donc je Mhm. vais gagner, ça va me permettre d'optimiser financièrement des choses. Il y a la valeur de connaissance, donc je vais bénéficier de la connaissance acquise par d'autres et je vais contribuer à la connaissance acquise par d'autres, donc je crée de la connaissance ou j'en prends de la connaissance. Et puis il y a la dernière qui est la partie réseau, c'est-à-dire je vais, être capable de, remercier mon réseau. Je vais montrer, sa contribution, donc je vais augmenter par exemple je vais dire: «Oh Carlos a contribué à tel projet». GitHub, c'est exactement fait comme ça, hein, le répertoire GitHub dans lequel tout le logiciel ouvert est présent. C'est exactement comme ça que ça marche. Toute personne qui contribue au code, elle est mentionnée. Donc moi, je peux aller voir et dire: «Ah ouais, Carlos, il contribue vraiment bien, c'est très qualitatif ce qu'il fait, c'est très intéressant. Oh super, super contributeur». Donc je vais évaluer, tu vois ce que je veux dire? Ça donne aussi un Mhm. sens de l'évaluation de ton projet. Voilà, donc ces 3 valeurs-là et donc si tu as pas un gain pour les 2 parties, sur une de ces 3 dimensions, c'est pas de l'innovation verte, c'est juste tu fais quelque chose tout seul et voilà. Ou de produire, mettons, comme tu dis, un brick Ouais. pour laisser autres personnes de Éventuellement, l'utiliser. ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Et juste pour commencer à terminer, Oui, parce que ça fait un comment on petit moment qu'on mesure, a oui, c'est commencé. ça. Comment on mesure-t-on la performance d'une entreprise qui se lance dans cette approche d'innovation ouverte? Oh, j'en sais absolument rien. Hem, Ou quelques idées? Pas bah, nécessairement, on ne je connaît pas toutes les réponses, c'est sûr. non, c'est pour ça que je réfléchis à ta question. Je dirais sur ce que je viens de nommer, autre chose. La première, c'est, hem, à quel point je suis, heu, à quel point je mesure à l'intérieur de mon entreprise, hem, comment je livre de la valeur d'affaires et donc à ce moment-là, je vais voir si mon processus d'innovation ouverte, il vient contribuer, donc ça va être un des éléments peut-être de mes OKR, je vais le voir apparaître. OK. Heu, L'autre chose que je verrai et ça va
un peu avec ce que je viens de dire juste avant, c'est ces OKR, ils pourraient être sur le business, ils pourraient être sur la connaissance ou pourraient être sur le réseau, le fait d'être reconnu, la légitimation, la légitimité, voilà, des personnes ou de la marque. Donc voilà, c'est comme ça que ça se verra. Après, il y a aussi des calculs de type financier, c'est-à-dire l'innovation ouverte, elle est calculée financièrement. Donc là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça commence à devenir assez technique, mais il y a un ROI. C'est un actif, en fait. Le fait d'avoir investi dans ta recherche en innovation ouverte et d'avoir une capacité à projeter d'autres innovations, ça va être inscrit, par exemple, à l'actif et au passif de ton entreprise. Et dans cet aspect, on intègre, mettons, si on économise ou pas pour développer certaines choses. Oui, parce que si par exemple tu es une entreprise, pour une start-up, ça serait un peu différent, mais pour la start-up, le OKR, ça serait sa capacité à apprendre. C'est sûr que l'innovation ouverte lui donnerait plus de moyens de le faire, d'apprendre plus vite. Donc, c'est ça qui serait mesuré. Pour une entreprise existante, ce serait les non-coûts liés à la recherche, en fait. Tu vois? OK. Bon, merci beaucoup. Avec Je ne sais plaisir. pas si tu veux, mettons, ajouter ou un petit mot sur un sujet ou un point qu'on n'a pas touché encore. Non, pour conclure, moi je dirais qu'effectivement, il faut penser que c'est un outil. On en a mentionné beaucoup, à la fois ceux de définition d'Henry Chesbrough, des outils comme GitHub, comme Creative Commons, comme les MOU, toute la documentation qu'il existe sur les technologies ouvertes. Voilà, je pense que c'est important de se documenter et de prendre le temps de connaître bien ces sujets-là. Les approches collaboratives, donc les approches de co-design, de make-storming, de game-storming, de liberating structure, de design thinking, voilà, tout ça. Voilà, donc l'ensemble de ces outils-là, moi, je pense que ça vaut la peine de lire les articles ou de prendre le temps d'aller consulter un vidéo sur ça et se l'approprier. Parfait, merci Merci, Elsa. Carlos. Bon, pour ceux qui nous écoutent pour les prochaines émissions, merci beaucoup et on se voit à la prochaine.